Bonjour et bienvenue sur Real Data Hero. Après de nombreux débats houleux sur le taux d'occupation et la surcharge redoutée des unités de soins intensifs, voici un état des lieux critique accompagné d'une nouvelle étude de la Fondation Hans Böckler ainsi que de quelques questions éthiques soulevées par les soins. Les soins intensifs, à la croisée des données statistiques et des aspects éthiques, seront au cœur de cette vidéo. Jetons tout d'abord un coup d'œil aux chiffres. Sur toute la période qui a suivi la déclaration de la pandémie, les unités de soins intensifs ont connu 4 vagues d'admission attribuées à des patients Covid-19. Au final, avec les patients non Covid représentés en bleu, le taux d'occupation global est très stable et ne réagit que de manière minimale aux vagues Covid. Il semble que les patients Covid s'intègrent en douceur dans l'occupation des soins intensifs sans entraîner de pics sensibles ou de surcharge momentanée, du moins sur le plan statistique. Si l'on ajoute les lits libres en vert, une large fourchette de lits libres déclarés sont par la suite réduits en plusieurs étapes, soit brusquement, soit sur une certaine durée. L'étape de réduction début décembre 2020 s'est produite au moment où l'occupation hivernale par des patients Covid était à son maximum. Mais même par la suite, la réduction continue des lits libres déclarés se poursuit. J'en examinerai les tenants et les aboutissants de plus près dans cette vidéo. L'ajout d'une réserve de secours de 11 500 lits au départ suggère qu'il est possible d'y recourir en cas de situation d'urgence. Il est déconcertant de constater que malgré l'ambiance de panique permanente alimentée par les médias qui clamaient la possibilité d'un effondrement dû à une surcharge complète, on n'a encore jamais dû recourir à cette réserve de secours. Ce qui a sans doute contribué à sa réduction à seulement 8 200 lits au plus fort de la 4e vague Covid. Il n'existe aucune expertise pour savoir s'il s'agit d'une capacité robuste et réellement utilisable ou juste d'une valeur virtuelle. Pour ce qui est des sauts marqués dans l'évolution de la courbe, le registre intensif Divi indique les raisons suivantes. Le début de la déclaration obligatoire, une migration de la base de données, l'introduction de groupes de traitement et, avec l'introduction de la réserve de secours, la nouvelle saisie de la capacité USI. Quant à la réduction rapide entre mi-octobre et mi-décembre 2020, aucune indication n'est fournie. Mais c'est là que se situe le 19 novembre l'introduction de la loi sur l'allègement des hôpitaux qui verse des compensations aux cliniques seulement à partir d'un taux d'occupation minimal de 75%. Peu de temps avant, la barre magique des 75% de la loi sur l'allègement budgétaire a été dépassée par le retrait des lits vacants et elle n'est plus jamais descendue en dessous depuis. Pur hasard ? Toute critique concernant la réduction du nombre de lits de soins intensifs s'est heurtée à une opposition lors d'interviews avec des médecins réanimateurs et des responsables qui ont toujours affirmé que la réduction du nombre de lits n'était pas la cause de la baisse des chiffres, mais le manque de personnel et sa surcharge. Les chiffres ne montreraient donc que les capacités exploitables. Pour étayer cette affirmation, le registre des soins intensifs de la Divi fournit chaque jour une estimation de la situation opérationnelle des unités de soins intensifs pour adultes. Le nombre d'unités de soins intensifs qui fonctionnent en mode normal ou en mode limité est indiqué. Les critères d'une éventuelle limitation mentionnée sont le manque de personnel, de locaux ou de matériel. La catégorie exploitation normale est représentée ici en vert, l'exploitation partiellement limitée en orange et limitée en orange foncé. Si l'on ajoute les vagues attribuées au Covid, l'exploitation normale est encore majoritaire au premier point culminant du 20 avril avec 11,8% de limitation, bien qu'à ce stade, la nouvelle situation représentait en effet un défi particulier. À partir de la deuxième vague, les pics d'occupation Covid et les limitations signalées coïncident toujours. Alors que les zones intensives déclarées comme limitées étaient encore proches de 40% lors des vagues 2 et 3, plus de 50% de fonctionnement limité a été déclaré durant l'hiver 2021-22. Malgré l'obligation de déclaration,
10,7% en moyenne des unités de soins intensifs n'en ont pas fait sur l'ensemble de la période. L'hôpital universitaire de Hanovre en fait d'ailleurs partie. Actuellement, au 1er juin, pour 660 patients Covid, 50,1% des unités de soins intensifs signalent un fonctionnement limité ou partiellement limité. Je vais maintenant examiner de plus près les raisons de cette situation, notamment concernant le personnel soignant. Une nouvelle étude du professeur Michael Simon de la Fondation Hans Böckler, publiée le 1er juin de cette année, donne un aperçu des déficits de la situation en matière de soins intensifs. Face au manque de personnel, le rapport parle de jusqu'à 50 000 personnes à temps plein qui manquent aux soins intensifs, de la surcharge chronique et des problèmes qui existent depuis longtemps. Avec ces calculs, le professeur Simon démontre un besoin d'action urgent. Sur la base des chiffres 2020, il détermine une occupation moyenne de 21 000 lits, qui correspond à un taux d'occupation de 75%. Cela remplit exactement la prescription de la loi sur l'allègement des hôpitaux, mais réfute la prétendue surcharge et se situe même en dessous de la marque de 80% visée sur le plan économique, à partir de laquelle des lits de soins intensifs peuvent être exploités de manière rentable. Pourtant, le sous-effectif était bien supérieur aux 3 à 4 000 infirmiers à temps plein annoncés par les médias. Tant la DIVI que le règlement sur les limites inférieures en personnel infirmier donnent la mesure de l'effectif requis. Pour respecter le règlement sur les limites inférieures en personnel, 50 800 personnes à temps plein seraient nécessaires dans toute l'Allemagne, ce qui revient à doubler les effectifs actuels. Pour atteindre les objectifs de la DIVI, il faudrait même tripler le nombre d'équivalents temps plein, soit 78 200. La dernière phrase explique alors la prétendue réduction des lits observés, car avec l'effectif actuel, seuls 11 700 des 28 000 lits de soins intensifs devraient être utilisés selon le règlement et par conséquent 60% des lits devraient être bloqués, ce qui explique le pourcentage élevé d'exploitation limitée. Selon les directives de la DIVI, 75% des lits de soins intensifs ne devraient donc même pas être occupés. Une analyse plus poussée montre que la situation s'est encore détériorée en 2021, car dans plus de 2/3 des hôpitaux, le personnel infirmier des soins intensifs a encore diminué, ce qui a entraîné de nouvelles fermetures de lits. Mais le professeur Simon ne considère pas cela comme une solution au problème. Il n'aborde même pas l'influence qu'exerce un départ supplémentaire du personnel soignant qui ne souhaite pas se soumettre à l'obligation vaccinale. Un problème que certains politiciens souhaiteraient résoudre en exigeant une obligation vaccinale généralisée, empêchant ainsi toute résistance fondée sur des arguments professionnels. Les arguments sont partagés. En effet, l'Allemagne dispose d'un nombre de lits de soins intensifs supérieur à la moyenne internationale, ce qui incite d'un côté à exiger une réduction supplémentaire. L'autre camp avance l'argument de l'épuisement supposé ou avéré, voire de la surcharge, pour justifier la nécessité de continuer à couvrir les besoins existants. Nul doute que la somme des mesures sanitaires mises en place a alourdi la tâche et le stress des soignants. Le fait que les services normaux souffrent également d'un manque de personnel depuis plus de 30 ans complique encore la situation. Ils réclament en conclusion des mesures très rapides pour offrir au personnel soignant une décharge durable directement perceptible, sinon la détérioration se poursuivra. En raison de la surcharge chronique, du mécontentement croissant et de l'augmentation de la déception face à l'inaction des politiques, d'autres soignants démissionneront et quitteront leur profession, prédit-il en conclusion. À cela s'ajoutent les départs liés à l'obligation vaccinale. Mais comment peut-on améliorer la situation des soignants si leur voix n'est pas entendue? Jetons donc un coup d'œil à ce récit interne d'une infirmière en soins intensifs. Mourir aux soins intensifs. Je vous préviens, ce ne sont pas des mots faciles à dire ni à entendre. Dernier espoir, les soins intensifs. La vie de ceux qui y sont hospitalisés ne dépend pas seulement des nombreux tuyaux, mais ne tient souvent déjà plus qu'à un fil. D'innombrables personnes en situation critique doivent leur deuxième vie
à la médecine intensive. Mais dans bien des cas, il s'agit davantage d'une prolongation de la souffrance. Le taux de mortalité dans les unités de soins intensifs est élevé, surtout là où, pour des raisons économiques, la médecine intensive est pratiquée, même dans les cas désespérés, juste avant de mourir. Parmi eux, on trouve de plus en plus de personnes très âgées, littéralement à bout de souffle, et qui devraient avoir le droit de mourir en paix. Les patients dont le pronostic vital est engagé pendant la période Covid, admis aux soins intensifs, sont en outre confrontés à la peur de ne plus voir leurs proches lorsque leur vie est en danger. Sur Facebook, une infirmière en soins intensifs a récemment raconté l'histoire d'une patiente à qui elle avait un soir collé le combiné du téléphone à l'oreille pour lui permettre de faire ses adieux à ses proches restés à la maison. Le médecin lui avait auparavant expliqué que sa saturation en oxygène était désormais si critique qu'il fallait la mettre sous respirateur. On allait la plonger dans un coma artificiel duquel elle pourrait être réveillée au bout d'1 à 3 semaines si tout allait bien. La femme pleurait au téléphone, tout comme ses proches à l'autre bout du fil. L'infirmière en soins intensifs a écrit que cela l'avait beaucoup touchée et qu'elle trouvait tout cela vraiment horrible. Elle exprimait en même temps sa conviction qu'il n'existait pas d'alternative à la respiration artificielle. Les interdictions de visite extrêmement lourdes pour elle et ses collègues. Mais c'est la règle du jeu. Les membres de ce groupe Facebook ont exprimé leur compassion par de nombreux commentaires. C'est humainement terrible, tout le monde est d'accord sur ce point. Et comme pour chercher un coupable à de tels coups du sort, on s'indignait dernièrement contre les négationnistes du Covid qui manifestaient à cause de masques et de restrictions de liberté et mettaient ainsi d'autres personnes en danger. Ceux qui nient le Covid devraient assister à la lutte pour la vie, malheureusement souvent vaine, des patients Covid, ont souvent affirmé les médecins et les soignants des soins intensifs. C'est pourquoi les unités de soins intensifs et les sauveteurs qui y travaillent sont régulièrement présentés dans des émissions télévisées et plaident actuellement pour le maintien des confinements. Depuis février 2020, tout tourne autour des capacités en lits de soins intensifs et des places sous respiration artificielle. Au début, les interdictions strictes de visite, y compris dans les homes pour personnes âgées et autres restrictions de liberté, ont été justifiées par les images de Bergame et un scénario alarmiste faisant état de jusqu'à 1,2 million de morts Covid en Allemagne. Aujourd'hui, 1 an plus tard, environ 70 000 personnes, pour la plupart très âgées, sont décédées après un test PCR positif dans un home ou un hôpital. Les services de soins intensifs n'ont à aucun moment été surchargés. Seuls quelques-uns ont eu brièvement tellement de patients Covid qu'ils se sont retrouvés à l'étroit et que les patients suivants ont dû être transférés dans des établissements distants. La plupart des hôpitaux étaient tellement sous-occupés que des demandes de chômage partiel ont été déposées pour environ 400 000 employés. Au milieu de la pandémie du siècle, 20 hôpitaux ont été fermés en Allemagne et 3 000 lits normaux et 5 000 lits de soins intensifs ont été supprimés. La source est le DV Intensive Register. Pourtant, toutes les émissions sur le Covid jettent un regard inquiet sur la situation des unités de soins intensifs, toujours en lien avec le risque théorique que les médecins soient confrontés à la décision de retirer l'assistance respiratoire à un patient lorsque toutes les places sont occupées et que se présente un nouveau patient dont la vie pourrait être peut-être sauvée par assistance respiratoire. Les risques et les chances de succès des soins intensifs, en particulier de la ventilation sous respirateur artificiel, ne sont guère évoqués à ce jour. Pourquoi certains médecins insistent-ils sur la ventilation alors que d'autres au contraire mettent en garde contre elle? Un patient traité à la clinique de pneumologie du Dr Vosraar n'aurait pas été pris de panique et de peur de mourir et n'aurait pas été poussé à consentir à la ventilation, car ce médecin fait partie de ceux qui déconseillent la ventilation chez les patients Covid. Dans le monde entier, on a constaté que la ventilation initialement préconisée était à l'origine de la grande majorité des décès. Moins de la moitié des patients sous respiration artificielle ont survécu. En Italie, en France et aux États-Unis, des médecins mettent désormais en garde contre cette pratique. Dans 2 cliniques américaines, une étude a montré que la clinique qui avait misé sur la ventilation précoce a perdu 90% des patients, alors que dans l'autre, où aucun patient Covid n'a été ventilé, seuls 10% sont décédés. Au vu de ces résultats,
on peut se demander pourquoi 57% des patients Covid étaient actuellement encore placés sous respirateur en 2021 dans les unités de soins intensifs, selon le registre des soins intensifs en mars. Lors d'une enquête effectuée entre le 26 février et le 19 avril 2020, l'AOK, une assurance maladie allemande, a constaté un taux de mortalité de 72% chez les patients ventilés âgés de 80 ans et plus. Un recensement et une évaluation plus précis de toutes les données et résultats de traitement incluant les symptômes, l'âge, les maladies antérieures ainsi que les conditions de vie n'ont toujours pas été effectués, même après 1 an de pandémie. Ceux qui survivent à la torture de semaines de respiration artificielle ont souvent besoin d'un traitement ultérieur et d'une rééducation sur plusieurs mois. Ils sont alors nombreux à nécessiter des soins lourds ou même à devoir être maintenus aux soins intensifs en état végétatif. Le docteur Thomas Voshaar décrit sa stratégie différente dans une interview du journal Mercure. Le médecin mise de plus en plus sur l'utilisation d'antibiotiques et sur un diagnostic approfondi. Lorsque cela ne suffit pas et qu'un patient est admis avec une pneumonie bilatérale sévère, les patients reçoivent de l'oxygène via des lunettes nasales. Mais si cela ne suffit pas, nous équipons le plus tôt possible les patients d'un masque respiratoire qui les aide à respirer grâce à de l'air comprimé. Grâce à cette méthode, le médecin aurait obtenu des durées de traitement nettement plus courtes, de 6 à 12 jours. Vous pouvez consulter à ce sujet le reportage de Monitor du 11 mars 2021. La vidéo est en allemand. Les considérations tirées du travail quotidien d'un soignant sont difficiles à suivre si l'on s'écarte du contexte concret de ces expériences extrêmes. Il faut en plus y ajouter des considérations économiques. Quelle vie sauvons-nous? Et si oui, à quel prix? Le coût moyen d'un traitement intensif est d'environ 38 500 € pour un patient Covid. Les caisses ont parfois dû payer 85 000 € selon la durée d'hospitalisation. Les patients qui survivent à la ventilation nécessitent souvent des mois d'hospitalisation supplémentaires. Le coût de ces soins n'est pas connu, probablement aussi parce qu'il existe dans notre société un consensus selon lequel il n'est pas éthique de regarder à l'argent lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines. Oui, la médecine se voit presque obligée d'entreprendre tout ce qui est médicalement possible pour empêcher la mort, même si ce n'est que pour quelques jours, même dans un état d'inconscience et sans aucune perspective. Sauver la vie est assimilé au maintien des fonctions vitales physiques et non à la capacité de participer à la vie. En l'absence de directives anticipées explicites interdisant aux médecins de pratiquer la respiration artificielle, par exemple en cas de Covid, les personnes concernées ne peuvent qu'espérer tomber sur un médecin qui considère la situation dans son ensemble et qui, conformément à son propre sens de l'éthique, déconseille la ventilation artificielle dans les cas désespérés, bien que la direction de l'hôpital ait recommandé d'utiliser au maximum les capacités disponibles du service. Plus il y a de places de ventilation et de personnel disponible, plus le risque est grand que les médecins pratiquent des ventilations en toute connaissance de cause. Si la personne sous respiration artificielle tient 3 jours, financièrement parlant, cela en vaudra la peine. Chaque jour de ventilation assure aux hôpitaux des revenus importants. Même les hôpitaux qui ne cherchent pas à faire des bénéfices sont tenus de calculer pour couvrir leurs frais. Ils calculent en fonction du nombre de cas. Les traitements conservateurs rapportent nettement moins que les traitements chirurgicaux et invasifs. Plus le traitement est risqué pour le patient, plus il est lucratif pour l'hôpital. Dans ce contexte, la question de la protection contre une médecine intensive qui prolongerait les souffrances se pose plus que jamais. Cela ne concerne pas uniquement les patients Covid, mais peut toucher chaque personne gravement malade, comme le montre par exemple ce reportage de Monitor de novembre 2019. Même les directives anticipées sont facilement ignorées ou interprétées d'un point de vue médical, de sorte que les patients se voient finalement livrés à la machine, ne peuvent pas faire leurs adieux à leurs proches, ni entreprendre leur voyage intérieur. Comment pouvons-nous empêcher que l'on fasse du profit avec les mourants? La médecine intensive abusive est une évolution aberrante qui devrait être corrigée autrement que par des directives anticipées. Pour cela, un débat éthique est nécessaire. Il ne devrait pas être mené uniquement par des spécialistes, mais devrait impliquer la société.
Depuis le Covid, les abus se sont multipliés. Les malades sont séparés de leurs proches. Des personnes en très grande détresse se voient refuser l'accompagnement de personnes de confiance. Voilà la véritable inhumanité que le Covid a engendrée. Non, ce n'est pas la faute du virus, mais la responsabilité des médecins et du personnel soignant, des spécialistes des soins intensifs, qui se sentent obligés de respecter les prescriptions Covid et ne les remettent pas en question, même lorsque tous en souffrent. En tant que professionnels, les médecins et le personnel soignant auraient le pouvoir de déclarer les interdictions de visites inhumaines et de les rejeter, car ils savent à quel point l'encouragement et la proximité d'un proche sont importants pour le succès du traitement. Les vêtements de protection ont toujours été nécessaires pour les visites dans les unités de soins intensifs. Les proches qui restent uniquement auprès de leurs parents ne représentent tout au plus qu'un danger théorique. Voilà pour la voix très personnelle et critique de l'infirmière vis-à-vis de la pratique actuelle. Je pense que la responsabilité revient de façon plus large à un bien plus grand nombre d'acteurs. Mais si l'on parle de surcharge du personnel soignant, quelle est sa part de responsabilité lorsqu'il se trouve dans une situation où ses compétences professionnelles ne sont pas utilisées pour le bien-être des patients, mais pour réaliser un maximum de profit? Qui les écoute et les soutient dans cette situation, tout comme les proches concernés, et qui est prêt à mettre en relation les ordres et la dimension humaine nécessaire? L'infirmière conclut ainsi ce rapport très personnel. Pour les médecins et le personnel soignant, la femme âgée sur la photo de couverture de cet article est une inconnue. Pour le vieux mari qui a peut-être partagé plus de 60 ans de sa vie, il est tout. Ses enfants et petits-enfants ne voient pas non plus en cette femme un cas de respiration artificielle, mais une partie importante de leur vie. On leur interdit d'être à ses côtés à l'heure de sa mort, ou si elle se réveille une dernière fois. Les unités de soins intensifs ne sont pas des lieux où l'on parle de la mort et de ce qui pourrait suivre. Les services d'aumônerie, lorsqu'ils existent, sont plutôt destinés à donner du courage aux patients pour qu'ils survivent à cet état critique. Ce type d'accompagnement spirituel est très différent de celui que reçoivent les personnes croyantes qui se préparent à la mort et à qui personne ne dit « ça va aller, vous ne devez pas penser à la mort ». Ainsi, la médecine moderne empêche non seulement les mourants de mourir naturellement, mais aussi de régler avec leurs proches tout ce qui est encore important à leurs yeux. J'aimerais recommander ce rapport aux membres du conseil d'éthique, leur recommander de se rendre à l'unité de soins intensifs, de discuter avec cette infirmière ou avec d'autres qui y travaillent, parler de ces questions clés d'une éthique visant la dignité humaine. Où sont ces débats dans les reportages actuels des médias ou les innombrables tables rondes à la télévision? Je pense que nombre de ceux qui ont réussi à me suivre jusqu'ici ont été aussi touchés par le sujet que moi. Comme toujours, il ne s'agit pas de vous imposer des opinions, mais de vous inciter à la recherche et à la réflexion. Peut-être que la combinaison des abus factuels de la présentation de l'occupation des lits d'USI avec ces chiffres et les pensées empreintes d'empathie d'un soignant concerné vous aura sensibilisé. Des questions pertinentes devraient être posées aux politiciens, aux médecins et aux décideurs. Avec une conscience accrue de la problématique vient la responsabilité de s'opposer à une politique de prescription irréfléchie, voire incompétente. Ceux qui souhaitent suivre de plus près les chiffres actuels et maîtrisent soit l'allemand, soit les traducteurs en ligne peuvent consulter le site intensivstationen.net sur lequel Tom Lausen, auteur du best-seller Die Intensive Mafia, la mafia des soins intensifs, présente les données relatives aux soins intensifs pour chaque district, dont des analyses et rapports détaillés actualisés quotidiennement. En France, Louis Fouché et de nombreuses organisations, ainsi que des rapports de Marseille, vous savez de qui je parle, mentionnent également une façon différente de faire que les respirateurs artificiels pour sauver réellement plus de gens. Pour conclure ce sujet intense, sans jeu de mots, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre attention et de votre soutien individuel. Comme toujours, vous trouverez le PDF de la vidéo sur le canal Telegram. Au revoir de la part de Real Hero.